Delma pour cette conférence, for this conference. That was an initiative from Dr. Ralph Derbyshire, who is the principal professor at the University of Northampton for the Fine Arts. He's the one who installed the photo of Camp Joffre, and he asked that Professor Ralph was the one who asked Professor Sam Smiles to join him in this conference, and Stephanie Pratt to join him as well in this discussion debate about the subject, a little bit different and not entirely about the Camp Joffre, but it includes another kind of debate that they will present to you. Merci d'être venu. Il y a la discussion qui va se mettre qui est installée, l'initiative de cette conférence, elle a été prise par le professeur Ralph Derbyshire, qui est toujours le professeur principal de l'université de Northampton dans les Beaux-Arts. C'est lui qui a invité aussi par la suite de se joindre dans cette conférence le professeur Sam Smiles et Dr. Stephanie Pratt, qui vont amener cette discussion un peu plus loin. Pas seulement parler du Camp Joffre, mais ils vont parler d'autres sujets qui sont quand même liés au sujet Camp Joffre. Ce sont des monuments historiques, autant en Angleterre, autant en Amérique. Et je pense que c'est plutôt à eux d'expliquer tout ça. Alors, je m'arrête ce discours et je donne la parole au docteur Ralph Derbyshire pour expliquer un tout petit peu de ces photos qu'il a installées. Dr. Ralph, if you please, would you introduce your work as you saw it for this exhibition? Absolutely. I'm not going to say too much to begin with, because I think I'd prefer this to be a sort of open discussion, certainly when Sam and Steph have spoken. Obviously, this is work that's come from a specific project in terms of some form of reenactment, in terms of a model, but it's also a project that's actually looking at a space that is in danger potentially until there was the new idea of the memorial here that I've been visiting for a number of years and seeing it degenerate. I realise there's some people that can't understand me. Steve, I was wondering if you could just very briefly just... I will. Will you? Thank you. Go ahead. As I say, there's a number of photographs that I've used in the past for my sculpture and my installation work, which was really quite formal. These works I'm responding to perhaps in a more fluid, organic, emotional way. You'll see images of my family here who I've been taking to this site and trying to educate them in some small way about the nature of memorialization. I come from a family who have had a sort of military background in terms of people being incarcerated in prisoner of war camps. It's been a part of the family narrative within my home life for 47 years, which is how old I am. And so that my children are growing up having conversations about the nature of spaces and the nature of memorialization. And so these images that I'm sure some of you will have some questions later, these are the images that I'm starting as a starting point to open up a debate. This is, as a photographer, that is not my main modus operandi of working. I'm mostly a sculptor or an installation maker. But the thing that pins all my activities as an artist together is I've been essentially what you might call an activist artist. I'm very interested in the notion of political change through the making of objects or the changing of spaces. And I got to the point when I was working with Sam and Steph back in England, when I started to realize that perhaps the way that we change policies and we change politics
is actually by recognizing that sometimes it's legitimate not to understand things and not to have an understanding of what should be, certainly in terms of a space and a history. And so I don't have many answers about Camp Joffrey. What I'm offering is some images that pose questions, perhaps. And I know that's a very cliched thing to say about the role of an artist, but I see that as a new way of formulating change by saying it's legitimate not to know and it's legitimate not to understand. Yes. Jesus Christ. Do your best. Yeah. I will say whatever you said in 3 lines. Yes. That's exactly what my students say. Alors, Dr. Ralph, c'est un artiste qui, son travail est basé, et en effet, il travaille souvent autour de sculpture. Cette fois-ci, il a fait des photos. Donc, il ne fait pas uniquement des sculptures, il s'exprime dans plusieurs domaines, parmi la photographie. Et dans ces images de campement Joffre, il a utilisé sa famille qui apparaissent dans ces photos. Pourquoi aussi il a un tel sentiment, je ne peux pas dire affectif, mais subtil avec ce genre de campement, parce que dans sa famille, il y a une histoire connectée à des camps. Il y a, for the family was military. A lot of my family, yeah. Yeah. So, et une grande partie de sa famille était des militaires. Alors, ici, je sais aussi qu'il a fait pas mal de travail autour de différents campements un peu partout au monde. En Afrique, en Asie. Alors, ce qu'il veut avec ces images, c'est pas que seulement montrer ses photos. C'est justement sensibiliser plus ou moins les gens pour discuter, pour ouvrir un débat autour d'un campement. Parce que son travail comme artiste est c'est un travail engagé, si vous voudrez. C'est un travail qui veut vraiment mettre en discussion qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de lieu. Est-ce qu'on doit le garder, est-ce qu'on ne doit pas le garder. Et une partie que j'ai compris que Ralph, Sam Smiles et Stephanie Pratt, ils ont travaillé déjà ensemble avant, justement autour de ces questions. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce genre de... et dans quelle position on se trouve vis-à-vis ces lieux qui portent un sentiment quand même important. Voilà, mais ça, c'est pas une position. Ils ne donnent pas des réponses, ce genre de photos. Ils sont juste là pour faire une démarche dans le discours. I think that was basically a short cut. Right, well, I won't say too much. All I want to just add is that there's elements of Camp Joffrey that every time I visit this region, I meet people who tell me more information about it. And working with Patrick intensively over the last 3 days, drilling holes, as a slave driver, pit bull, I'm learning even more about the landscape and the notion of this region and what it means and what it has been. And so you could ask the question, well, what was a guy coming from Liverpool in the UK, coming to an incredibly beautiful spot like this? Why is he responding to a landscape, not just Camp Joffrey, but this whole landscape? Why is there a response there? Why is there such a resonance? And I think it's actually stepping outside of your own that you start to see things clearly. Although I'm seeing the confusion clearly. I don't understand about Camp Joffrey. I don't understand about a number of other sites. I also don't understand why I feel so impassioned about seeing these buildings crumble into the earth, when in actual fact, probably in a number of years, and I don't know how much, that's another question I don't know how many years that is, that will be quite all right. It might be quite all right for other people at the moment.
But it's those questions that I need to be asking. And when you look at these photographs, I ask that you don't see them as individual photographs, because in a sense they're all slightly flawed, and they're deliberately taken with a camera phone, because I wanted that feeling of a slightly iconoclastic approach. Please try and see them as an essay, as if I'm talking about a narrative, but a story without a conclusion, because I don't have a conclusion. Thank you. That's still more difficult. I'll get the third one right. Oui, bon, encore, Ralph, il a visité plusieurs fois le site du Combe Joffre et il est venu me voir pour travailler ensemble pour faire cette expo, cet discours, pour que ça soit réalisé. Et il a souffert. Il m'appelle Pitbull, c'est un peu vrai. Hein. Je lui ai laissé travailler un peu autrement que normalement un artiste. Il accroche ses œuvres. Il a dit, ça me donne aussi un élément pour sortir, pour prendre plus de distance de certaines choses. Et que si on voit toutes ces œuvres là, ces photos, ils ne sont pas vraiment des photos, il faut le voir comme un essai. C'est plus large, plus grand que le photo unique. C'est une œuvre pour commencer un discours, si vous voudrez. Alors, et là, j'ai perdu le fil. Je pense que le plus grand est ce que je ne pouvais pas dire plus que j'ai dit à ce jour parce que j'ai oublié quelques lignes, quelques mots. Mais l'essai en général, c'est ce que Ralph m'a expliqué. Je m'excuse pour la traduction des fois un peu rude. I'm not going to say much more other than just because I'm hoping there'll be some, or I'm presuming there'll be some questions later after everyone else has spoken. But just a very quick one on the nature and change of photography. I've been interested in photography for many years. I've been interested in photojournalism. I'm incredibly interested in the way that everyone can be a photographer now. Most people have a camera phone, and that's changing the nature of the way we see things. And I think it's making it much easier for us just to record our own thoughts and our feelings. And so I was really struck by the fact that reading, and this is, I make mention of this in the catalogue, some incredibly profound events around the world are now being recorded on mobile phones such as the one I've got there, or news agencies are sending people into the field of conflict with iPhone 4s to record it rather than people like Tim Page going off with several Nikons hanging around his neck. And so that whole notion of the idea that the world is getting smaller, society's moving on quicker, the fact that these aren't perfect photographs, I think that's another question. And I'm sorry to come here and not answer, I might answer some specific questions later, but that's just another example of how I'm leaving things completely open-ended, because, as I say, and I'll finish with the way I started, this is really quite traditional work in terms of the role of the artist, which is just to be asking a number of questions and making very little attempt to actually answer them. But if there's specific questions later, which I'm hoping there will be, or I'm presuming there will be, I'll be more than happy to answer. Thanks, Dr. Rav, il a dit tout à l'heure que il est assez enthousiaste en effet à ce jour-là, la communication, parce que lui, il a pris pas mal de photos, il était toujours intéressé par le reportage, pas uniquement le photo, mais le reportage. Comme il y a des photographes célèbres qui sont mis dans des zones de guerre et qui ont fait des reportages, mais eux, ils étaient équipés avec des grands Nikon, c'était très difficile. À ce jour-là, il nous faut qu'un mobile, un petit portable, et tout le monde peut prendre des images de ses émotions et le transmettre vers des autres. Et ça aussi, il est content
en effet de ce mouvement parce qu'il y a beaucoup plus d'émotions qui puissent se transmettre, il y a beaucoup plus de questions par la suite on peut poser sur le sujet même parce qu'il y a beaucoup plus communiqué, si vous voulez. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il travaille et veut communiquer certaines choses et par la suite ouvrir un débat. Je pense que celui j'ai eu comme traduction. This one I had like traduction. It's your picture. Sam Smile. I will answer this one very more shortly than do a couple of lines. Okay. Bonjour. J'espère que vous pouvez m'excuser, mais je parlerai en anglais aussi. Je suis désolé, mais je ne parle pas le français assez bien. Pardonnez-moi. So, next slide, please. Ralph Derbyshire invited me to help him with this project, and I wrote an essay for the catalogue about Rivesaltes. And one of the things I was most interested in was how everything that happened in that camp is going to be commemorated in the new museum, and how the museum will work alongside the treatment of the camp as you see it in these photographs. Because in England we have big problems with heritage. Who owns it? Who controls its meanings? How is it to be used? Oui, en effet, quand professeur Sam Smiles voudrait joindre Dr. Ralph pour faire cet événement, cette conférence, le sujet du campement Joffre qu'il était intéressé le plus, c'était la question comment ils vont incorporer le musée dans ce site et comment le site il va être incorporé dans le musée, en effet. Parce qu'en Angleterre, vu certains monuments, il y avait pas mal de difficultés autour justement de ça. Comment il faut incorporer un site historique, ou soit dans un musée, ou sur une autre façon. So, my subject is Stonehenge, which many of you, I expect, have visited. Yes? Stonehenge. And its history, because in 1985, a battle took place there, which was very much about whose history are we talking about and who should have access to sites like these. And I have put here a little history of the site. It belonged to nobody, really, until this date, when it was bought by a wealthy family who lived in the north of England. They died out in 1915. There were no heirs, and the site was sold to a local man called Cecil Chubb. He gave the stones to the nation in 1918, and then 10 years later the land around the site was acquired by a heritage body called the National Trust to make sure that no modern buildings would come close to the site. I'm interested in what happened in these 12 years, between 1972 to 1984. Hippies, anarchists, neo-pagans, other members of youth culture held a festival near Stonehenge. And I will show you on a slide in a moment what they did there. And it led to this battle at the last festival they tried to hold in 1985, which is the one I want to talk about. L'élément qui est présenté là, c'est le monument célèbre de Stonehenge.
Et la question et le travail que le professeur Sam Smiles il a fait autour, c'est justement aux questions qui est propriétaire d'un monument historique comme ceci. Et là, on voit l'histoire, en effet, du site. Qui était le propriétaire? Avant cette date-là, personne n'était le propriétaire. C'était terrain commun, si vous voulez. À cette date-là, il y avait une famille qui avait acheté ce lieu. À qui? Bonne question. At whom it was, from whom they bought it. Good question. I think they bought it from simply by looking at an old monastic charter. It had the land generally belonged to the church in the Middle Ages. They found that it had done so and said, well, as nobody seems to own it, we'll have it. Oui, en effet, il n'y a pas de document enregistré. Et à l'époque médiévale, tout le terrain était en effet terrain des religieux, des abbayes, des moines. Et bon, et à un moment donné, la famille a dit, c'est nous qui sommes propriétaires, ils ont posé leurs mains là-dessus. C'est un peu ça. Par la suite, il n'y avait plus des gens qui puissent hériter, et c'était ce monsieur-là, c'est un monsieur. Yeah, who bought it later. In the end of his life, he donated this to... Ouais, je m'excuse. À la fin de sa vie, il a donné ce terrain aux nations, en effet. Il a donné, il n'y avait pas d'hérité, il a donné le terrain. Puis, c'était terrain, c'était que les rochers, les pierres, si vous voulez. À un moment donné, il y avait le terrain autour qui était mis dans un trust national. C'est une organisation en Angleterre qui s'occupe de terrain et ça a fait qu'ils ne pouvaient plus construire autour de ce monument. C'était pour protéger le monument, si vous voulez. Mais ce qui était le plus intéressant dans le témoignage et l'étude du professeur Sam Smiles, c'était la période entre ces deux dates-là, où on a vu sur base régulière des festivités par des gens d'une autre culture qui étaient des hippies, c'était des gens avec d'autres idées alternatives, si vous voudrez. Hein? Et eux, ils occupaient le terrain assez régulièrement pour faire des rituels, pour faire autre chose. À un moment donné, à cette date-là, à 85, il y avait une intervention. C'était it was the army or Police. the police. C'était la police qui est venue sur le lieu pour éviter ces gens de profiter de ce lieu-là. Et la question se pose de nouveau à ce moment-là, qui est propriétaire à ce moment-là? C'est au tout public, aussi c'est au gouvernement. Archaeologists dominate how people understand Stonehenge today. The official history of Stonehenge comes from universities. They tell people how to visit the monument, what to think about the monument, how to behave at the monument. That is the proper way to visit Stonehenge. May I have the next slide, please? But the people I'm concerned with had other ideas. They were not particularly interested in the official story. They believed the official story had covered up what was really important about Stonehenge, which was that it was not a site of history, but a site that was still active today, that it was possible to use Stonehenge for modern religious
spiritual, sexual, and other purposes. And when they went to Stonehenge for the summer solstice, as you can see here, they did not behave like ordinary tourists. Bon. À ce jour, c'est les monuments tels que Stonehenge et tous les autres, la façon de conduite du public qui visite les lieux, c'est dirigé par des archéologues. C'est eux qui décident comment il faut visiter un lieu comme ça, comment il faut se comporter et dans quel contexte il faut se comporter. D'autant, ces gens-là, les alternatifs, ils ont toujours cru et ils sont convaincus que c'est des lieux comme ça, ils ont leur utilité encore aujourd'hui actif. C'est le cercle solaire qui fait là. Il y a un certain groupe qui fait en effectif ça sur ce lieu. Alors c'est pour eux un lieu actif toujours. Autant les archéologues ils disent non, ça c'est un monument, il ne faut plus toucher. Et voilà, je pense que c'est ça que vous avez dit. Have that next slide. So this is the poster for the attempted festival of 1985. Here you see the words Hail Eris, that is the Greek goddess of anarchy. You can see the symbolism in the middle of the stones. This is typical of the underground, of what the people were doing. And they ran into trouble. We were governed at the time by the Conservatives under Margaret Thatcher. The year before, the miners had had a major battle with the police in Yorkshire at a coking mill called Orgreave. A lot of dissident forces in the United Kingdom were being suppressed in the 1980s by the government. And the police were instructed by the government to make sure that this festival did not happen. And can I have the next one, please? Ah. Merci. Vous pouvez voir à l'été, c'était à l'été, cet événement, c'était à l'été. À l'été, oui, d'accord. À l'été, il y avait cette affiche pour annoncer un événement des gens alternatifs de nouveau qui voudraient faire leur festivité au site de Stonehenge. Et là, on voit ici Hail Eris. C'est un salut vers l'anarchie, si vous voudrez. Hein? C'est une, et parmi des autres symboles, c'est une des raisons dans les années 80 qu'au moment qu'il y avait Mme Thatcher au gouvernement, qui voudrait suppresser tous les gens, en effet, qui étaient plus ou moins alternatifs. Ils ne voudraient pas savoir du tout de ce genre de mouvement. Alors, les polices, ils ont intervenu sur cette festivité parce que Thatcher et tout le gouvernement, en effet, n'a pas voulu avoir une telle activité sur un tel lieu. The action of the police the previous year at Orgreave had been already in the news as a very violent reaction to people trying to protect a way of life. Coal miners in 1984, hippies in 1985. But the final slide I will show you shows the reactions of two journalists who had never seen the British police so aggressive against our civilian population. And for me it raises a big issue, and I'm thinking about the graffiti here at Reef Salt, the way people use it, because who is to say that there is only one discourse, one way of understanding a heritage? I think, as Ralph has said in his introduction, there are many stories, many voices,
And it's wrong for us to try to control heritage, to use museums or here actual sites to close down all the narratives that a site has the capacity to speak. But what happened here was that they attempted to say there is one story at Stonehenge and no other story should ever be told. Cet incident qui était en effet lieu à 85, il avait une histoire avant déjà. À 84, il y avait déjà des incidents sur le lieu entre les polices et les alternatives. Il y avait des gens des mines qui avaient aussi des problèmes à cette époque-là parce que leurs mines étaient fermées, je suppose. Et ces photos sont prises par deux journalistes qui n'ont été jamais sur ce lieu. Mais ils étaient vraiment choqués à voir la violence de ces polices vis-à-vis ces civils. Ils n'ont jamais vu. Et les questions, de nouveau, aussi en référence du travail de Ralph, qui a photographié des lieux avec des tags comme ceci, et à ce jour, est-ce que si on met un monument sur un lieu tel que Stonehenge ou tel que Camp Joffre, est-ce que c'est un monument où est-ce qu'il y a plusieurs voies, il y a plusieurs possibilités de remplir un tel monument? Ou est-ce que c'est une seule voie qui dirige quoi ça doit représenter ou quoi ça doit ressembler? Ça, c'est la grande question. Et ça aussi, c'est le travail de Ralph aussi qui pose ça en question. And the final slide, if you could just translate that. These are the two journalists reporting. En effet, ce sont les deux journalistes. Nick Davis, Home Affairs, je ne sais pas de traduire ça en effet. Correspondant c'est un journal qui s'appelle The Observer. Il y avait du verre brisé, du peuple qui criait, fumée noire, des caravanes qui étaient brûlées et toutes des choses, tous les peuples étaient écrasés et poussés par leur chevelure. Les hommes, les femmes et les enfants étaient pris ailleurs, tremblaient, souhaitaient, en pleurs, avaient des blessures de sang et devraient abandonner leur maison en pièces. Et pendant des années, il y avait une impression en effet que I've had blackout. Ah oui, c'est lui. Oui, the journalist, that's where I didn't connect anymore. It was a journalist, he said over the years, c'était le journaliste, il avait dit que dans toutes ces années qu'il a été journaliste, et il n'a jamais observé une telle violence horrible et qui faisait peur. Et c'était la première fois qu'il a observé une telle violence. La deuxième personne... C'est la même chose. Ouais.